Le campus cyber Hauts-de-France Lille Métropole, c'est d'abord un outil fédérateur pour et au service de l'écosystème de la cyber. L'objectif de ce jeu, ça va être d'exfiltrer des données. Donc on va avoir différentes étapes pour pouvoir exfiltrer des documents sensibles, des bulletins de paye, des contrats confidentiels. C'est sans cesse qu'il y a des tentatives d'intrusion chez Kiabi, à tous les niveaux. Bienvenue dans le monde de la cyber. Je m'appelle Leslie Fornero et je travaille dans la cybersécurité. Avec ce podcast, je vous emmène à la découverte de ce monde à la fois merveilleux et terrifiant. Bonjour à tous et bienvenue dans le monde de la cyber. Aujourd'hui, je suis de retour à Lille pour un nouvel épisode enregistré en partenariat avec le campus cyber Hauts-de-France Lille Métropole. Je suis au campus Cyber Summit dans les locaux d'Eura Technologies et je profite de l'occasion pour faire le point un an après sur le risque cyber dans la région avec les acteurs locaux. Et pour commencer, j'aimerais vous présenter le nouveau directeur du campus cyber local, Chekib Garbi. Bonjour Chekib. Bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation. Vous succédez à Florence Puybarreau qui a depuis rejoint le CLUSIF. Est-ce que vous pouvez rappeler le rôle et les missions d'un campus cyber régional, s'il vous plaît ? Le campus cyber Hauts-de-France Lille Métropole, c'est d'abord un outil pour et au service de l'écosystème de la cyber. Donc c'est un outil fédérateur et ça a vocation à mobiliser l'ensemble des acteurs de la filière cyber pour apporter les meilleures réponses auprès du tissu économique et des acteurs publics dans la protection des systèmes d'information et la protection économique. Parce que quand on parle de cyber, on parle de protection économique avant tout. Donc ça, c'est un des premiers éléments, c'est vraiment fédérer. Le deuxième élément dans lequel nous on s'inscrit, c'est la question d'innover. C'est-à-dire qu'on est sur un campus cyber Hauts-de-France Lille Métropole où l'innovation est au cœur de notre ADN. Pourquoi ? Parce qu'on est sur une terre d'abord régionale qui historiquement a beaucoup innové, construit des nouvelles choses. Et au sein d'Eura Technologies, nous avons une culture de l'entrepreneuriat, de l'aide à la création d'entreprises et de start-up innovantes en particulier. Et donc l'innovation est au cœur de notre question au sein du campus. Elle se décline également sur la filière de la cyber. Enfin, un autre élément qui est aussi un élément structurant de notre campus, c'est la question de la montée en compétences, de la transmission, de la diffusion. Donc au travers différents moyens, que ce soit des actions de sensibilisation, mais également des actions de formation ou de développement de formation sur le territoire régional. Et dans ce cadre-là, nous sommes un campus qui possédons également un Cyber Range, un outil technologique qui permet justement de proposer des exercices de gestion de crise, des CTF, des éléments techniques pour pouvoir simuler et apprendre à se protéger et à mieux se protéger. Et enfin, j'ai une autre casquette qui est, je suis le directeur général du CESERT des Hauts-de-France, donc également, et donc qui répond également dans la dynamique de la protection économique et des collectivités locales au travers d'un numéro qui est le 0806 700 111, donc sur le territoire régional des Hauts-de-France. Lorsqu'une entreprise, une collectivité locale a un problème, elle prend son téléphone, elle appelle le CESERT qui pourra apporter les premières réponses et accompagner à la remédiation des entreprises. Voilà un peu c'est bien de le rappeler. Merci beaucoup. Alors, quels sont les enjeux auxquels vous êtes confrontés actuellement ? Quelles sont vos priorités du moment ? Il y a un premier enjeu qui est, on l'a évoqué ce matin au travers de la matinée qui a été initiée, c'est déjà la transposition de NIS 2. C'est d'accompagner les entreprises à se préparer à cet enjeu qui est important, la déclinaison de NIS 2 au sein de nos écosystèmes entrepreneuriales ou les collectivités locales. Donc il y a un vrai sujet autour de NIS 2 et on prépare les équipes justement à former également le territoire et à mettre en place les procédures qui vont bien pour être conformes à NIS 2, mais également à DORA, et on l'a aussi évoqué au CRA, au Cyber Resilience Act. Voilà, donc ça c'est un des enjeux d'accompagnement à la mise en conformité des entreprises. Deuxième enjeu, c'est d'être plus proche des laboratoires de recherche, de monter en intensité technologique. On ne peut pas parler de souveraineté technologique sans parler d'intensité technologique, et donc les laboratoires qui sont là pour créer des technologies innovantes, des technologies voire de rupture. Le campus cyber doit être au plus proche du monde académique et du monde de la recherche. Donc ça, c'est notre deuxième enjeu dans cette feuille de route que l'on construit.
avec les équipes. Le troisième élément, et qui reste bien sûr central dans notre ADN, c'est l'incubation, l'accélération des entreprises et le développement de la filière cyber. Et enfin, c'est d'accompagner de manière individuelle ou collective les transitions digitales que peuvent connaître les autres filières, sans oublier la question de la cyber. On parle souvent de security by design ou autre. C'est vraiment dans cette optique de dire OK, vous intégrez de l'IA parce que aujourd'hui l'enjeu est autour de l'IA, mais attention aux risques de l'IA, aux IA malveillantes. Et dans ce cadre-là, on a avec notre écosystème type le CITC entre autres, des démonstrations qui permettent d'expliquer comment une IA peut être aussi malveillante et donc quels sont les éléments à prendre en compte et les éléments à vérifier avant d'installer. Voilà un peu les grands enjeux. Est-ce que vous voyez aussi des défis à venir sur les prochaines années ? Qu'est-ce qui va arriver dans la région ? Un des défis, c'est, comme je l'évoquais, la tech, la souveraineté. Et on ne peut pas avoir de souveraineté sans technologie. On ouvre des sujets autour également du quantique, de la crypto post-quantique. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus, oui. Voilà, dans quelques semaines, on aura toute une série de conférences au CITC autour du quantique, de l'IA et de la crypto post-quantique. Donc, c'est des sujets qui sont aussi des sujets d'ouverture et de préparation pour pouvoir ensuite diffuser auprès des entreprises du territoire. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'événement d'aujourd'hui ? Pourquoi c'est important d'avoir ce rendez-vous annuel ? C'est un rendez-vous où l'écosystème se rencontre, mais pas que. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est à la 3e édition. On a connu 2 éditions, on était à 350 personnes au sein du campus cyber lui-même. Et on souhaitait donner une dynamique importante. Et donc aujourd'hui, on est au sein et au cœur du bâtiment totem de la filière de la tech en région qui est Euratechnologie, qui est le bâtiment Le Blanc-Lafont. Nous avons plus d'une trentaine de partenaires et de stands présents qui représentent les acteurs de la filière de toute taille. Des startups que l'on incube, des grands groupes type Orange Cyberdéfense, IBM ou d'autres qui sont également présentes, des assurances type Verspiren également qui accompagnent les services pour la protection justement des entreprises. Donc voilà, c'est un temps fédérateur pour la filière cyber en région des Hauts-de-France. Et au travers des conférences, c'est aussi d'expliquer, de sensibiliser les entreprises traditionnelles à ces enjeux de protection, de souveraineté, de RGPD, de conformité. Voilà, c'est un peu tous les grands sujets que l'on va aborder tout au long de ces 2 jours, parce qu'aujourd'hui aussi, dans cette 3e édition, un autre élément qui est aussi distinctif par rapport aux 2 éditions précédentes, c'est que demain, on aura une journée dédiée à la tech. Centré cyber, mais pour les acteurs technologiques de la cyber. C'est-à-dire que généralement, quand vous faites des conférences, quand vous faites des journées plénières, vous allez avoir en présence du top management qui vont essayer de comprendre les enjeux, parce qu'on reste quand même sur les questions d'enjeux. Mais à un moment, ceux qui protègent, ce sont des techos, comme on dit. Ce sont des techniciens, ce sont des ingénieurs qui doivent aussi se former. Et donc, on fait un CTF, justement, et on lance un exercice, un petit concours au travers du CTF sur l'AD. Et donc demain, c'est une matinée destinée avec le CyberRunch, d'ailleurs en soutien. On organise un CTF. Donc c'est pour ça que aujourd'hui le Cyber Summit se déroule en 2 jours, une journée et demie pour être plus précis. Mais donc aujourd'hui, ce sont les enjeux et les défis de la cyber, et demain, c'est l'exercice pratique de la cyber. Eh ben, bravo, félicitations à vous et à vos équipes pour cette 3e édition, et merci beaucoup chez Équipe d'avoir introduit cet épisode. Merci à vous. Partons maintenant du côté du secteur privé. Je suis avec Rémi Milécan, CEO de Secure, une entreprise basée ici dans les Hauts-de-France. Bonjour Rémi. Bonjour Leslie. Alors merci d'avoir accepté cette invitation. Alors toi, tu accompagnes les entreprises locales dans leurs projets de cybersécurité, et parmi ces projets, tu as mis en place un escape game en cybersécurité, et c'est de ce projet dont j'aimerais parler aujourd'hui. D'où est-ce que ça t'est venu déjà l'idée de faire un escape game en cybersécurité ? Bah écoute Leslie, en fait nous on travaille dans la cyber depuis longtemps, et notre expertise est orientée sur la réponse à incidents, post-attaque cyber. Donc fort de nos 2 métiers, remédiation et forensique, on a analysé, on a identifié toutes les problématiques qui revenaient régulièrement, et souvent les mêmes. On retrouve plus de 87% de cyberattaques qui utilisent le facteur humain, et malgré les formations qui existaient déjà, souvent institutionnelles, on a constaté qu'il n'y avait pas d'axe d'amélioration.
Donc on a souhaité s'investir un peu plus, fort de l'identification des cyberattaques, de créer des formations ou des sensibilisations appropriées pour mieux identifier les cyberattaques. Alors on a cherché un peu quelques idées évidemment, on n'a pas voulu reproduire des formations traditionnelles, souvent ennuyeuses, et le retour d'expérience en entreprise dit qu'on perd souvent l'adhésion des gens en cours de route. Donc on a échangé un petit peu avec certains acteurs, notamment la gendarmerie nationale. Et la gendarmerie nationale, à ce moment-là, disait nous, on a envie de sortir des sentiers battus et d'avoir un petit peu sur le territoire des acteurs qui fassent quelque chose de différent. Donc, on a creusé avec un petit cahier des charges en disant qu'on souhaitait quelque chose de plutôt format court, plutôt ludique, sympa, mais impactant, mais qui permette aussi de la flexibilité pour que les personnes puissent le faire. D'où l'idée d'un escape game, qui est finalement quelque chose de plutôt ludique, sympa, qui va permettre de reproduire un certain nombre de choses à travers des étapes et puis finalement de former correctement les gens. Alors justement, est-ce que tu peux nous décrire cet escape game ? Comment ça se passe ? Quelles sont les règles du jeu ? Alors l'escape game, en fait, c'est un format assez court, donc on joue sur 30 minutes de jeu. Et l'idée, c'était pour que ce soit plutôt impactant et pas comme on a tendance à le faire, parce que la cyber, c'est assez négatif. Montrer aux gens qui négatif, anxiogène, dans le noir, négatif, et puis les gens n'aiment pas, on a l'impression qu'on leur tape sur les doigts avec la sécurité. Donc nous, on a eu l'idée de changer ça et d'immerger les gens dans la peau des hackers. D'accord. Et donc, en fait, par le jeu, c'est eux qui vont directement aborder les mauvaises pratiques des personnes, les identifier, les utiliser pour pouvoir atteindre un objectif. Alors pourquoi ce switch de se mettre dans la peau du hacker ? Qu'est-ce que ça fait chez le joueur ? Alors le fait d'immerger, si tu veux, les gens dans la peau des hackers, déjà ça les dédouane un petit peu de cette notion de sécurité ou de mauvaises pratiques. Du coup, ils peuvent identifier beaucoup plus facilement ces mauvaises pratiques sans culpabilité, mais les retenir aussi de manière aisée. Alors l'avantage de ça aussi, ça permet aussi d'identifier un petit peu les pratiques du numérique, souvent un peu invisibles, que l'on fait au quotidien, puisqu'on n'a pas de permis du numérique, on l'utilise naturellement, mais le naturellement égale invisible automatique. Donc là, en fait, on va décorréler et enfin pouvoir identifier, étape par étape, dans nos usages numériques, quelles sont les réelles mauvaises pratiques. Est-ce que c'est accessible à tous ? C'était l'idée. L'objectif, si tu veux, c'est comme on est tous des usagers du numérique à notre niveau, certains un peu plus que d'autres, mais que ce soit à la maison ou que ce soit au travail, l'objectif c'était de toucher tout le monde. Donc dans notre escape game ou nos différentes versions, l'objectif c'est qu'on a ajouté des pratiques que l'on a aussi à la maison, mais aussi en entreprise. Le cyberespace n'a pas de frontières, tu sais. Donc du coup, on va pouvoir toucher grâce à ça toutes les personnes. Et donc, t'as un petit exemple là d'une étape du jeu concrètement, de ce qu'il y a d'un truc qu'il faut chercher. Tu veux que je spoil un petit peu. Un tout petit peu. Écoute, en gros, l'objectif de ce jeu, ça va être d'exfiltrer des données. Donc, on va avoir différentes étapes pour pouvoir exfiltrer des documents sensibles, des bulletins de paye. On va retrouver des documents extrêmement sensibles comme des contrats confidentiels. Et dans certaines étapes, notamment, on a rajouté un élément comme l'IA. L'IA, tu sais, est pourvoyeur de certaines informations et donc on a tendance à y mettre beaucoup de documentation. À un moment, certains vont pouvoir exfiltrer des documentations à travers l'IA et pouvoir accéder directement à notre outil numérique qui est un smartphone et générer un crédit à la consommation. Donc du coup, ils vont pouvoir voler de l'argent de manière insidieuse dans toute transparence à quelqu'un. Donc ça, c'est l'objectif du jeu ? C'est une étape qui permet de récupérer certaines informations sensibles, des RIB, des informations, des documents à travers l'IA. Et à chaque étape, en fait, on va sensibiliser, prendre quelques minutes pour pouvoir montrer la mauvaise pratique que l'on a identifiée. Ce qui fait que c'est beaucoup plus marquant et les gens enregistrent immédiatement. Et factuellement, c'est différent. Oui, parce qu'une personne qui se dit mais moi j'ai rien à cacher, en fait se rend compte que si en fait le scan de sa carte d'identité plus son RIB plus son adresse, ça peut simplement générer un crédit à la consommation parce que souvent les organismes ne demandent jamais rien d'autre. Donc une usurpation d'identité, c'est simple, mais on va aborder d'autres thématiques, la gestion des mots de passe, les problématiques de transfert d'informations, des outils, des mauvais usages numériques. Donc j'en passe des meilleurs, l'email, mais aussi les nouvelles techniques. Le phishing, tu sais, avec les QR codes, on va pouvoir expliquer et démontrer. On va jusqu'à montrer l'usurpation d'un badge, donc en réel, et ça c'est impressionnant, ou d'une carte de crédit. Et qu'est-ce qu'on gagne à la fin du jeu ?
Alors déjà, d'avoir une formation impactante qui permet de protéger son quotidien, mais surtout un collectif, son environnement, qu'il soit personnel ou professionnel. Donc ça, c'est une première satisfaction. Et on délivre en plus, nous, des certificats de passage, donc stampés, puisqu'on est expert cyber et avec une labellisation. Donc du coup, on a le droit et on fournit des certificats de passage à la sensibilisation. Et certains, dans l'entreprise, on organise souvent des événements avec quelques cadeaux. Mais ça sera une surprise pour les entreprises. Alors justement, oui, tu te déplaces dans les entreprises pour faire jouer ton escape game. Comment on peut s'inscrire comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Alors, on a pensé un petit peu à tout le monde, puisque on a certaines entreprises qui préfèrent recevoir et on a des profils qui préfèrent être animés et coachés. Donc, on a des formats en présentiel pour des groupes qui soient petits ou grands. On a des formats aussi hybrides qui sont faits pour animer en salle de conférence et aussi à travers la visio, ce qui permet de toucher des plus grandes populations. Ça intéresse évidemment des structures qui ont des agences à travers le territoire. Et le dernier point, c'est qu'on a créé une plateforme SaaS virtualisée qui permet de reproduire le jeu. Et on peut jouer en individuel directement ou en groupe. Et cette fois-ci, à l'heure souhaitée, comme on le souhaite. Donc là, on a une véritable flexibilité totale avec un jeu qui est identique. Donc je peux jouer depuis chez moi. Je te donne le lien du jeu et tu peux jouer directement depuis chez toi. On pourra le mettre dans la description de l'épisode. Avec grand plaisir. Superbe. Et ça dure une demi-heure, t'as dit? Ça dure une demi-heure. On a une sensibilisation à l'issue, donc avec un petit quiz de jeu, avec un petit challenge pour vérifier ses acquis et puis remettre quelques informations avec quelques tips supplémentaires. Et à la fin, on fournit directement des fiches réflexes. Et quels sont les retours jusqu'à maintenant? Est-ce que les employés sont contents de ce nouveau format? Écoute, c'est assez incroyable parce que on n'avait pas pensé à un sujet. En faisant cette sensibilisation, notre objectif premier, c'est de former. Là où on n'avait pas pensé, c'est que le jeu, en fait, il y a un effet de team building. Donc, en se formant, les gens prennent un plaisir monstre et on a redécouvert que on pouvait apporter de la motivation au sein des équipes dans l'entreprise. Donc, quels que soient les différents moteurs et personnels que l'on a au sein d'une structure, on remobilise l'ensemble. Alors, j'ai un petit peu honte parce que nos scores sont vraiment élevés et en tout cas, c'est une vraie satisfaction pour nous parce qu'on est à 98% de taux de satisfaction et en général, les dernières notes que l'on a eues sur les très grands groupes, puisqu'on donne des notes sur 5 maintenant, c'est 4,9. Donc c'est plutôt rassurant pour nous puisque on a formé à peu près 15 000 personnes jusqu'à aujourd'hui maintenant. On espère continuer puisqu'il y a encore beaucoup de monde à former. Oui, tout à fait. Et donc là, grâce à ce jeu, la cybersécurité n'est plus vécue comme une contrainte. C'est un peu ça l'objectif aussi. L'idée, c'est ça, c'est en fait de rendre accessible un petit peu la notion de cyber et accompagner aussi les structures dans leur problématique de maturité. En fait, souvent, on évalue la maturité sur du phishing. C'est pas suffisant. À travers cet escape game, ça nous permet d'avoir l'ensemble et l'intégralité des usages numériques et pour les responsables informatiques ou les directeurs, en fait, d'avoir un retour directement sur toutes les mauvaises pratiques qu'il pourrait y avoir dans l'ensemble sans devoir pénaliser ou autre. Et donc, on a un retour directement des acteurs eux-mêmes qui n'ont plus de soucis parce qu'à partir du moment où ils sont montés en compétences, ils se rendent compte qu'ils doivent absolument appliquer les bonnes pratiques et surtout la charte informatique de l'entreprise. Et alors, comme la menace évolue constamment, il y a toujours des nouvelles techniques d'attaque, est-ce que vous mettez à jour le jeu? Eh bien oui, puisque nous, on continue malheureusement notre action dans les centres de réponse à incidents. Donc, on est toujours au fait et toujours mettre des dernières informations sur les vecteurs d'attaque. Donc, en fait, les jeux sont en permanence évolués. On est déjà à la 4e version aujourd'hui. On parlait d'une version industrielle d'ailleurs. On est spécialiste de la sécurité industrielle au sein de notre structure, ce qui fait qu'on a lancé un nouvel escape game dédié aussi aux industries, parce qu'aujourd'hui, il n'y avait pas grand-chose pour eux. Cibler les secteurs d'activité. Exactement. Donc, on s'est ciblé les secteurs d'activité, les métiers et les services. Et notre dernière plateforme, d'ailleurs, de jeu, gamifiée en profil Challenge Escape Game, elle cible directement les services et les métiers. Eh ben super, merci beaucoup Rémi Milecan. Je suis ravie d'avoir découvert ton escape game que je vais tester évidemment. Merci Leslie. Donc je rappelle que les liens vers les contenus cités dans le podcast sont dans la description de l'épisode. Et pour finir ce tour d'horizon du risque cyber dans les Hauts-de-France, j'ai le plaisir d'accueillir le RSSI d'une enseigne de la Galaxie Mullier. Je nomme Jean-Luc Van Dendrich, RSSI chez Kiabi. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que vous vous faites attaquer chez Kiabi ?
C'est sans cesse qu'il y a des tentatives d'intrusion chez Kiabi, un peu à tous les niveaux. Donc on a mis en place nos systèmes de détection pour voir ça. Et donc pour l'instant, je touche du bois. Il s'est passé des choses, rien de trop grave, mais on est vigilant tous les jours. Que cherchent les attaquants, d'après vous, aujourd'hui, quand ils attaquent une enseigne comme Kiabi? Est-ce que vous vous êtes ciblé personnellement et pourquoi? De plus en plus, on se voit effectivement ciblé personnellement. Auparavant, on avait des attaques qui étaient plutôt des scans par des robots. Là, on voit qu'ils arrivent avec des données, parfois même de nos clients, des données qu'ils ont pu récupérer, de fuites de données qui sont arrivées, que ce soit par Free, par d'autres fuites. Et ils viennent tenter les identifiants de nos clients. Donc la première chose qu'ils viennent chercher, c'est ça. C'est de voir s'ils peuvent aller chercher des données clients et peut-être après pour s'en servir, peut-être pour nous faire chanter. Donc ça, c'est des choses qui sont très fréquentes. Ce qui est très fréquent aussi, c'est des copies de notre site web. Là aussi, pour tromper nos clients, où ils vont aller les chercher sur les réseaux sociaux en disant il y a des super promos chez Kiabi et en fait ils sont pas chez Kiabi. Donc vous imaginez le client qui achète là-bas va se faire tromper et à qui il va réclamer l'absence de livraison du produit qu'il aura acheté. C'est forcément à nous. Donc c'est compliqué pour l'image, c'est compliqué pour la relation et donc on fait pas mal de choses pour éviter ça et faire arrêter ces sites très rapidement. Et justement, j'allais vous demander quelles seraient les conséquences d'une cyberattaque sur Kiabi. Donc en termes de conséquences, on peut imaginer un impact sur l'image d'abord. On peut imaginer donc des clients mécontents qui ne viennent plus sur nos sites web mais non plus en magasin. Et pour finir, il y a le dernier type d'attaque qui est l'intrusion chez Kiabi pour aller jusqu'à donc voler des choses peut-être ou venir détruire des choses ou nous injecter un ransomware qui leur permettrait de réclamer une rançon. Alors comment est-ce que vous le vivez vous personnellement? Est-ce que vous exercez un métier aujourd'hui qui est particulièrement stressant par rapport à la menace cyber qui évolue? Alors, ça pourrait être un métier stressant, c'est vrai. On s'est fait aider d'ailleurs sur le sujet par un partenaire de la région pour savoir comment gérer ça. Donc, pour moi peut-être, mais aussi pour toute l'équipe, parce qu'on peut avoir des syndromes du sauveur en se disant il faut pas que ça arrive. S'il arrive quelque chose à Kiabi, c'est ma faute et je vais porter tout ça sur les épaules. Donc, ça pourrait être compliqué. Donc, vraiment, ce qu'on essaye de se mettre en tête, c'est qu'il faut qu'on fasse tout pour que ça n'arrive pas et que le jour où il arriverait quelque chose, qu'on soit toujours debout et toujours aussi fort pour faire tout pour s'en remettre au plus vite. Et donc en se disant ça, je pense que ça enlève une partie du stress aux équipes en se disant voilà, il faut que je mette les moyens et j'aurais fait mon travail. Du fait que la menace est de plus en plus fréquente, oui, forcément, on peut se sentir un peu débordé. Donc heureusement, on est dans une entreprise où on met les moyens pour se défendre et donc ça permet de se sentir fort face à ces attaques. Est-ce qu'il y a 10 ans, vous étiez plus détendu en allant au travail le matin? Ouais. Il y a 10 ans, on se battait contre des virus, la panne d'un ordinateur, pas sur l'arrêt complet de l'entreprise. Ouais. Donc le paradigme a quand même changé. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour éviter de vous faire attaquer? On a mis en place énormément de choses, donc surtout des moyens donc de protection qu'on a continué à développer, donc pour empêcher l'intrusion de se produire, pour empêcher la fuite de données, mais également on a mis en place des moyens de détection. C'est pas le tout de se protéger, mais s'il se passe quelque chose, de le voir et de savoir comment y répondre très vite et agir pour contenir l'incendie. Et ça aussi bien en termes d'outils qu'en termes d'hommes. Et donc l'équipe a été décuplée, on pourrait dire depuis. Ah oui, votre équipe a grandi depuis les dernières années. Ça fait partie des moyens que l'équipe a donné. Il fallait vraiment une équipe sécurité opérationnelle chez nous qui soit au feu face à tout ça. On se fait aider d'un partenaire très professionnel pour gérer notre SOC. Donc tout ça, c'est des choses qu'on n'avait pas il y a 10 ans. Et vous avez aussi testé l'escape game de Rémi Milécan. Formidable. Vous avez raison de parler, là, parce que là, je vous ai parlé surtout des moyens de défense par rapport à la protection, par rapport à la détection, ce sont les moyens techniques, mais ça suffit pas. On voit que la plupart des attaques aujourd'hui passent par l'être humain, par le collaborateur préalablement, donc ça peut être notre plus grande force ou notre plus grande faille, en tout cas d'avoir des collaborateurs qui font attention à ça. Donc on les sensibilise effectivement à tous les risques qui peuvent survenir et on teste toutes sortes de moyens, parfois des quiz, parfois des campagnes de faux phishing. Et la solution qu'on a fait effectivement avec Secure est très très impactante dans la perception de nos collaborateurs parce que donc ce sont des escape games
Rémi propose 2 versions qui sont ou un escape game virtuel qui peut se faire sur une assemblée lors des grandes réunions où il anime un jeu qui est très très bien, où les gens rentrent dans le jeu en fait. Les gens vraiment s'y prennent, ça crée une belle animation. Et il propose également en physique. Donc là, ça permet d'avoir un peu moins de personnes en même temps, mais il ramène vraiment un vrai coffre-fort, un vrai ordinateur, une poubelle avec des papiers dedans que les gens vont devoir trouver, des mots-clés. Des USB qui traînent. C'est ça. Un calendrier avec l'anniversaire de la petite fille qui permet d'imaginer quel est le mot de passe qui est là. Donc franchement, les gens se prennent au jeu et ils le retiennent. Ils en parlent à leurs collègues et ça, c'est gagnant pour nous parce que on a vraiment là une solution qui fait que les gens ont envie de se sensibiliser, que ce n'est pas une contrainte. Ouais, ce n'est plus vécu comme une contrainte. Combien de personnes vous avez sensibilisé chez Kiabi? Vous êtes combien d'employés? Alors, on est 10 000 en tout. Oui. On a 10 000 personnes à sensibiliser chaque année, donc c'est plus ou moins facile en fonction des pays à distance. Donc, on trouve des formules qui sont toutes différentes en fonction des profils. Et qu'est-ce que vous avez mis en place aussi pour vous préparer à vous faire attaquer, puisqu'on est passé ces dernières années d'une logique de réaction à une logique d'anticipation? Ce qu'on fait désormais maintenant, on est vraiment dans les sujets de détection. On va centraliser tous les événements qui peuvent se passer, qui sont graves, pas graves. On a mis en place de l'intelligence artificielle qui va analyser tous ces événements pour détecter le moindre signe où il peut se passer quelque chose. Et après les anciennes recettes, on sait que ça peut arriver. Donc on a mis en place tous nos PRA, PCA, l'immutabilité des sauvegardes qui fait on doit pouvoir avoir une certitude de pouvoir reconstruire le plus vite possible si quelque chose arrivait. Est-ce qu'il y a des périodes, comme vous êtes une enseigne qui vend des vêtements, il y a des périodes de soldes, des périodes de Noël, etc. Est-ce qu'il y a des périodes les plus critiques que d'autres sur lesquelles vos équipes sont mises à contribution? Vous avez tout compris, les périodes critiques sont bien celles que vous dites, les rentrées des classes et les soldes pour nous. On constate pas d'attaque plus ou moins forte à ces périodes-là. Je pense pas que le pirate se cale là-dessus. En tout cas, nous, par contre, on se met en vigilance beaucoup plus forte encore sur ces moments-là. On constate plutôt que les attaques se passent pendant les congés scolaires, pendant les jours fériés, et très souvent, quand on finit par dénouer l'origine d'une attaque, on voit que ce sont parfois plutôt des jeunes aussi qui le font. Donc c'est ça qui est un petit peu nouveau aussi dans le type d'attaque qu'on a maintenant, où c'est pas forcément des professionnels, mais des gens qui utilisent des kits qui sont mis à disposition. Donc on fait attention tout le temps. Eh bien, merci beaucoup Jean-Luc van den Driesch pour ce retour au plus proche de la réalité du terrain. C'est la fin de cet épisode et j'aimerais en profiter pour remercier chaleureusement Kelly Deblecker ainsi qu'Adrien Fatiben de m'avoir convié au Campus Cyber Summit organisé cette année dans les locaux d'Euratechnologie. Le Tour de France de la cyber est loin d'être terminé. J'ai encore quelques destinations sur ma liste, donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez organiser un épisode pour votre événement local. Et à tous, je vous dis à très vite dans le monde de la cyber. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, le monde de la cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans le monde de la cyber.